Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les chapitres historiques de ce livre et de voir avec Pierre quelle est la part de fiction et qu'est-ce qui s'est véritablement passé à cette époque dans les années 1880. On va découper cette interview en 3 vidéos, une par période historique. Donc, dans cette première vidéo, on va aborder d'abord 1883, la création de la GEP, et puis après on ira sur Bologne, et enfin sur finalement véritablement la mise en place du couvre-chef La Faluche. Dans un premier temps, je vais peut-être laisser Pierre présenter son livre. Bonjour Pierre. Salut Adrien. Je te laisse un petit peu le présenter. Donc voilà, le livre Delcambre est un conte. C'est un roman que j'ai écrit à peu près en 4 ans. J'ai commencé en fin 2016 et je l'ai fini à peu près cette année au mois de juillet. Ça parle vraiment de l'histoire des étudiants français entre la fin du 19e jusqu'à nos jours à peu près. Il y a plusieurs temporalités, étant donné qu'on a l'intrigue se déroule réellement à l'heure actuelle, donc c'est des Faluchards contemporains. On a des flashbacks historiques, on a du mal à savoir qu'est-ce qui relève de la fiction et qu'est-ce qui relève de l'histoire. Et je me demande même moi si dans plusieurs années j'arriverai à refaire encore la différence. Mais c'est bien qu'on en profite aujourd'hui pour pouvoir justement démêler quelques petites informations, quoi. Tu attaques en 1883, ce qui n'est pas du tout une date pour le folklore faluchard habituel. Nous, on a plutôt tendance à dire que tout a commencé en 1888 à Bologne. Donc déjà, j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, tu mets un peu les pieds dans une date totalement inconnue pour nous. C'est même passionnant puisque tu commences avec ce fameux titre, l'Association générale des étudiants de Paris, donc sur l'origine de cette association qui, à tes yeux, un peu l'origine de notre folklore. Et donc, tu dresses le portrait de 3 personnages très intéressants, qui sont Eugène Bourreau, Jules Delcambre et Raphaël Loiseau. Et la première question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ces 3 personnages ont véritablement existé ? Alors, Jules Delcambre, Eugène Bourreau et Raphaël Loiseau ont tous les 3 existé, étaient tous les 3 étudiants à ce moment-là. Respectivement, Bourreau était en médecine, Jules Delcambre en sciences et Raphaël Loiseau était bien aux Beaux-Arts. Et c'est vraiment eux, on va dire, qui ont été à l'époque identifiés par les journalistes surtout comme étant les, je sais pas, galvaudé comme terme, mais les pères fondateurs, on va dire, de l'Association générale des étudiants de Paris. Voilà. Oui. Donc, ils ont vraiment existé. Mais alors, le degré de détail que tu donnes est assez impressionnant. Est-ce que tu es allé les chercher justement pour pouvoir les décrire avec une certaine exactitude ou c'est vraiment une part de fiction ? Il y a une grosse partie de fiction, c'est clair, parce qu'en fait, les recherches historiques, c'est comme un texte à trous. Alors, j'ai utilisé ce que je savais dessus pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, tu cites le 15 rue Linné, où habitait effectivement Eugène Bourreau. Ça, tu le retrouves en fait dans des articles de journaux, par exemple, de l'époque, où il cite que Eugène Bourreau habite à cette adresse. Donc ça, effectivement, ça c'est vrai. Par contre, que Raphaël Loiseau habite rue Mouffetard, ça c'est une invention. Donc c'est pour ça que c'est très difficile parce que tout, en fait, tout doit être cohérent. C'est-à-dire que j'évite les anachronismes pour que tout reste totalement vérifiable et véridique pour l'époque dans laquelle ça s'inscrit. Par exemple, le moulin à café Peugeot qui a introduit la première scène en fait du chapitre 6, c'est vraiment un moulin à café qui existe à cette époque-là en fait. Et tu te rends compte aussi qu'il y a une histoire assez t'arrives un petit peu, quand tu lis les journaux, quand tu lis certaines choses, à voir quel personnage est de quel milieu social, etc. Et typiquement, tu sens que Bourreau et Delcambre, au moins, sont des gens qui sont pas forcément d'un milieu social, ils sont pas de la bourgeoisie, quoi. Ils sont pas de la bourgeoisie et ça explique pourquoi ce soit eux aussi qui aient réagi de façon si épidermique. Voilà, mais donc, du coup, par exemple, l'un fume la pipe et la cigarette, ça, c'est de la fiction. C'est de la fiction, mais en fait, c'est vraiment très probable parce que quand tu prends l'archétype de l'étudiant de l'époque, il fume des pipes. Il fume tout le temps, il picole tout le temps.
Et il y avait un fumoir aussi dans leur association. Donc ça fait vraiment partie de leur univers, quoi. Le fameux punch du quartier latin, ça c'est quelque chose que tu retrouves aussi. C'est un truc qui est connu, quoi. Et les caractères des personnages, est-ce que tu t'inspires un peu des articles de journaux ou totalement fictif aussi? C'est difficile parce que tu as peu de sources pour les caractères. Delcambre, je pense que c'est celui qui est le plus tranché parce que les gens ont pas mal écrit sur lui. Bourreau, c'est difficile de trouver, et l'oiseau, c'est très difficile de trouver aussi, et beaucoup de création, quoi. Il y a cependant un élément qui a l'air d'être assez documenté, qui est le cri du peuple, avec un certain Émile Massard, Jules Vallès, un autre Lucien Victor Meunier qui rédige ces fameux articles, donc qui ont l'air d'être totalement véridiques, dont l'article fameux Les fils de la bourgeoisie, qui précède de près Le Monde où l'on gueule, qui a l'air de foutre le bordel, et un autre article un petit peu plus tôt dans l'année du mois de décembre, le pauvre jeune des écoles, pardon, qui lui aussi a l'air de pas mal donner un peu le ton du cri du peuple. Alors, on va dire que c'est le tout début de l'histoire pour les étudiants, ou du moins pour la Faluche, entre guillemets, parce que dans mes recherches historiques, si tu n'as pas d'association générale, tu n'as pas forcément de création de Faluche en suivant. Donc, on va dire que c'est vraiment ce problème sociétal qui va tout déclencher. En fait, quand tu prends ces articles du Cri du Peuple qui sont de 1883, alors 1883, l'année, elle est un peu, on va dire, anecdotique parce qu'elle commence en fin d'année au mois de décembre. Et c'est vraiment 1884 où il se lance dans la création de l'association et qu'elle est vraiment fondée. Mais effectivement, le point de départ, c'est 1883. Et tu as ces trois articles-là qui reflètent quelque chose de vraiment problématique entre ce journal-là et les étudiants. Alors, on ne peut pas dire que cette problématique que soulève ce journal soit ressentie de la même façon par d'autres personnes. Ça, je ne pourrais pas le dire. Par contre, je sais qu'eux ont un véritable problème. Et le problème, il commence par les fils de la bourgeoisie, là, le fameux 7 décembre. Et en fait, ce qu'ils sont en train de dire, alors je ne comprends pas forcément quelle est leur arrière-pensée là-dessus, mais ils disent en gros, vous fermez ce qu'ils appelaient les brasseries de femmes, donc en fait c'était des bordels, et les étudiants, en gros, vous les fermez parce que les étudiants y vont trop, mais en fait ce qu'il faut interdire, c'est pas les brasseries de femmes, mais en fait ce sont les étudiants. Ils vont jusque-là dans ce premier article. Et en fait, c'est clairement une problématique de mœurs, pardon. Ça, le 7 décembre, donc c'est pauvres jeunes des écoles, hein, c'est ça? C'est ça. Et en fait, il y a un problème de moralité pour le Cri du Peuple qu'il faut remettre dans son contexte. Et Jules Vallès, c'est quelqu'un qui a été député sous la Commune, c'est quelqu'un qui est plutôt à l'extrême gauche, etc. Et qui, du coup, tout ce qui va être de l'ordre de l'oppression de la classe industrielle, bourgeoise, etc., sur le prolétariat, c'est un sujet qui est sensible pour eux. Et là, ils reconnaissent en fait dans les étudiants qui vont bordel, qui picolent, qui crient dans la rue, qui respectent rien, etc. On retrouve un incident au Balbulier aussi comme ça, où apparemment ça part sérieusement en cacahuète, et les nanas qui sont dans la soirée se font tripoter par les mecs, il y a les flics qui interviennent, etc. Et en fait, ça c'est vraiment un article que j'ai trouvé. Et en fait, tu te rends compte que les policiers de l'époque ont une sympathie pour la jeunesse des écoles qui, en fait, sont fils de médecins, fils d'avocats, etc. Donc, tu te retrouves vraiment dans une problématique de classe. Et au final, ça commence comme ça. Et la guerre est déclarée, en fait. La guerre est déclarée à la fin de l'année 1883. Et en fait, ils dépeignent vraiment une jeunesse corrompue, imbécile. Ils regrettent la jeunesse antérieure qu'ils ont, parce qu'il y a des fantasmes aussi d'une jeunesse beaucoup plus, travailleuse, et surtout beaucoup plus engagée politiquement du côté des ouvriers. Et en fait, dans l'article Les fils de la bourgeoisie, Jules Vallès te dit, on regrette en gros que les étudiants et les ouvriers ne soient plus aussi proches comme ça a été le cas pendant les guerres les dernières révolutions, parce que nous on parle de 1789, mais c'est surtout les révolutions qu'il y a eu
de la monarchie vers la République. Et ça, c'est 1830 et 1848. Et qu'effectivement, là vont aux barricades les ouvriers et les étudiants à côté. Il y a vraiment une cohésion. Et en fait, cette cohésion n'y est plus. Et c'est plutôt, ce qu'ils nous disent, c'est les fils de la bourgeoisie qui vont à l'université reproduisent en fait ce que font leurs pères, c'est-à-dire asservir les ouvriers, les enfants de l'industrie, etc. Et il y en a qui ne se reconnaissent pas là-dedans, en fait. Il y en a qui se disent, non, en fait, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous du même milieu, surtout que c'est des années 1880, 1885, où on est vraiment dans un début de démocratisation des gens qui vont à l'université, qui ne sont pas forcément d'un milieu aisé ou bourgeois. Donc, il y a des nouveaux entrants, on va dire. Il y a des gens qui sont issus de n'importe quel milieu et qui vont être les premiers médecins ou les premiers avocats de leur famille. Alors, je pense ça parce qu'à l'université, c'est ce qui ressort dans les articles souvent. Mais voilà, il y en a qui ne se reconnaissent pas et en fait, ils prennent vraiment la mouche, ils fédèrent un certain nombre d'étudiants et ils vont manifester. En fait, ils recréent, c'est un début de manifestation et ils vont à la porte du cri du peuple pour se plaindre et qu'on répare en fait le tort qu'on leur a causé. Oui, et la fameuse phrase « parti de bas ou descendu de haut, nous saurons toujours relever une injure ». Bon, je pense que ça résume pas mal ce que tu dis, mais est-ce que ce genre de phrase, c'est toi ou c'est eux? Il y a très peu de phrases que j'ai pu vraiment isoler qui sortent de la bouche de Jules Delcambre, de Raphaël Loiseau ou de Bourreau. Et cette phrase-là, c'est une petite pépite parce que c'est ce qu'a vraiment dit Jules Delcambre, en fait, et ce qui est noté dans les articles. Donc ça, c'est vraiment Jules Delcambre. Ok. Et tous les extraits des articles que tu peux trouver et qui ont une note de bas de page, c'est que le contenu de l'article est vraiment restitué tel quel, et y compris celui où on appelle à la mort des étudiants, quoi. Il y a un des articles, je ne sais plus de mémoire lequel, mais qui appelle vraiment au meurtre des étudiants. C'est celui du 7 décembre. Oui, alors c'est celui du 7 décembre. Alors, non, celui du 7 décembre, on le dit clairement, mais celui qui le redit, c'est Le Monde où l'on gueule. Et c'est celui-là, écrit donc par Lucien Victor Meunier, qui a l'air de faire sortir de ses gongs Loiseau et Delcambre, et qui se précipite donc vers la Sorbonne et vers l'école des Beaux-Arts, avant de tous les deux converger vers la fameuse rue du Croissant, pardon, donc qui existe bien, on est d'accord, hein? Qui existe bien, et j'ai même des photos du siège du Cri du Peuple. Et donc, il y a cette fameuse réunion où Émile accueille Jules, Raphaël et Eugène. Elle existe donc vraiment, cette réunion? Oui, en fait, c'est pas Jules Vallès qui les reçoit, c'est Émile Massard. Oui, pardon, Émile qui reçoit Jules Delcambre, Raphaël et Eugène Bourreau. C'est ça, en fait, Jules Vallès, lui, est très vieillissant, il est même malade, je crois, donc il va pas tarder à passer l'arme à gauche. Voilà. Diabétique, il a du mal à s'enfuir. Exactement. Et du coup, il les reçoit effectivement, et l'histoire qu'ils deviennent délégués un petit peu de ces étudiants, ça, c'est moi qui les présente comme ça, mais le fait qu'ils ressortent, eux, leur nom dans les journaux, c'est qu'ils ont été identifiés à un moment donné comme étant les meneurs de ce début de mouvement, quoi. Alors, et pas bien cerné, mais il les a accueillis ou pas dans la rédaction? Oui, il les a accueillis, et justement, ils voulaient, régler le litige, où en fait les étudiants demandaient tout bonnement à ce qu'ils reviennent sur ce qu'ils avaient écrit, quoi. Un démenti, un mot d'excuse. Et en fait, c'est là où il y a une pression politique aussi. Alors, pression, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un lectorat pour le Cri du Peuple. C'est les étudiants de gauche qui apparemment, eux, avancent, qu'ils étaient soutenus par ces étudiants-là, ou qui ne pouvaient pas, en fait, revenir en arrière. Et ça, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne l'ai pas vraiment creusé non plus. Ok. Mais alors, du coup, tout ça, on oublie de le dire, mais c'est l'élément déclencheur, c'est la fameuse soirée si je me trompe pas, c'est un mercredi ou jeudi 26 décembre, soirée qui est un peu dite malsaine, qui tourne mal, tu en as parlé tout à l'heure, et donc cette soirée a-t-elle véritablement existé, cette fameuse soirée élément déclencheur? Là, de souvenirs, alors est-ce que je l'ai placé le 26 décembre pour justifier l'article du 27 qui est sorti après? Je ne me souviens plus, très honnêtement. Par contre, cette scène, dans tous les cas, elle a vraiment existé.
le fait qu'ils aillent au bal Bullier, qui est le bal emblématique de Paris, du quartier latin, et en fait, c'est au bout du boulevard Saint-Michel. Et là, il va falloir que tu m'aides parce que ça fait un moment que j'ai quitté Paris. Je crois que c'est Port-Royal C'est en où il face y a de la le. gare de Port-Royal et tu dis au croisement entre la boulevard de l'Observatoire et donc Exactement. de Saint-Michel. Et aujourd'hui, en fait, c'est très simple. À la place du bal Bullier, tu as le resto universitaire immense, là. Ouais, bah même la cité, hein, la cité du Crous, il y a des résidences, il y a une piscine, il y a plein. Comment est-ce que tu sais que cette soirée a existé en fait? J'ai un article, en fait. J'ai un extrait d'article du bal Bullier. Je me demande même si cet article, je ne l'avais pas récupéré sur le site Salle de Garde, où il y a un carabin qui avait fait pas mal d'historiques et pas mal de photos du bal Bullier. Et en fait, c'est un article de journal du Peuple qui parle effectivement de cette soirée qui a dérapé. Et alors, il parle de la visite. La visite, tu ne sais pas vraiment de quoi il parle, mais tu sens qu'on est de l'ordre de l'attouchement quand même. Hein. Je crois que c'est plutôt ça dont on parle. Ouais, donc toi-même, tu ne fais que reprendre les mots de l'article. C'est ça, oui, oui, oui. Et en fait, dans l'article, ils ne te disent pas la visite, c'est une main dans la culotte, qu'on est en train de parler d'attouchement, quoi. Ok. Bah écoute, en tout cas, j'ai pas mal fait le tour sur ce premier chapitre historique où, voilà, où on parle de ces trois personnages, du cri du peuple, du bal Bullier. Quand même, l'aboutissement de ce chapitre, c'est de parler de la création de l'association, puisque voilà, après cette réunion au cri du peuple entre Émile d'une part et Jules Delcambre, Raphaël et Eugène, va naître cette envie de créer une association. Et donc, dans ce premier chapitre historique, tu commences à parler d'un comité provisoire de 11 personnes, pluridisciplinaire, on va dire. Donc, tu parles de cette fameuse inspiration de Nancy. Donc, il y a une fameuse association qui a déjà été créée. Tu parles de première réunion chez Bourreau, une opposition assez forte entre Jules Delcambre et Raphaël Loiseau. On va dire que j'ai récupéré on va dire des extraits de bulletins de l'association. En fait, toutes les réunions, les AG qui faisaient étaient retranscrites. Alors, on les a pas toutes, mais on a une grande, grande partie. Et Excellent. tu sens que Bourreau, à un moment donné, essaye justement de rendre la paternité de l'Association générale des étudiants à lui-même et à Jules Delcambre et à écarter un petit peu Raphaël Loiseau. Donc, je ne suis pas certain qu'ils aient été les meilleurs amis du monde. D'accord. Et donc cette fameuse aussi phrase dans la première, dans les premiers statuts, on va dire, qui commence à rédiger chez Bourreau, tu parles de toute discussion politique ou religieuse est interdite. Ça c'était le cas? Et alors, c'est là aussi où tu vois qu'on n'a jamais vraiment inventé de choses, ou que du moins on perpétue des trucs sans savoir vraiment d'où ça vient. Alors, je pense que ce que nous, on a dans le code de la Faluche, qui est cette fameuse phrase, la Faluche est apolitique, asyndicale et aconfessionnelle, c'est quelque chose qui nous vient complètement des associations qui avaient besoin, on va dire, en façade, de ne pas présenter d'appartenance politique, syndicale et confessionnelle, mais de ne défendre en fait que leurs propres intérêts. Et c'est en fait ça l'intérêt premier de l'Association générale des étudiants de Paris, de celle de Nancy qui est la première en fait à l'avoir fait et avoir vraiment une structure et des statuts vraiment très développés, très propres et très novateurs parce qu'ils avaient vraiment anticipé beaucoup de choses. Mais cette phrase-là, pour moi, qui est dans notre code de la Faluche, vient clairement de cette époque-là. Elle y était déjà. Quoi. Et s'il faut en trouver une origine, faut chercher dans ces statuts-là. Et elle est dans les statuts de l'Association générale. Ah ouais. Mais est-ce que tu as l'air de sous-entendre, du coup, dans le roman, que c'est un peu poussé par Bourreau, justement, pour écarter l'oiseau, mais ils en viennent tous les deux à faire un pacte. Est-ce que tu as aussi des traces de ce pacte où ils ne veulent pas être présents tous les deux ou c'est de la fiction? C'est de la fiction. La fiction, alors après, c'est le genre de détail dans lequel je ne veux pas trop rentrer. pour des questions de spoiler. Quoi. Donc j'en rajoute pas plus là-dessus. Quoi. Et donc, il faut attendre le 21 mai 1884, donc quand même pas mal de temps après, pour qu'il y ait la première assemblée générale. Donc, comme tu le décris, et je pense que c'est vrai, dans le grand amphithéâtre de l'école de médecine, rue de l'école de médecine. C'est que très rapidement,
ils vont donner un petit surnom affectif à leur association et ça va devenir la fameuse LA, L''A majuscule, et qu'ils appellent l'association. Mais tout simplement, en fait. Donc ça aussi, c'est véridique. Et le fameux discours de bourreau à la fin de cet AG, Là-dessus, j'ai pas de documents, j'ai très peu d'informations sur cette réunion-là. Donc, du coup, le déroulement même de cette soirée-là est vraiment à beaucoup de points qui relèvent de la fiction, quoi. Donc même l'après, donc celle où ils vont dans les rues, font un monôme, embêtent les garçons de café, embêtent les... Là, c'est pareil, c'est terrible. C'est-à-dire que le fait qu'ils aillent arrêter l'omnibus, qu'ils rentrent dans les cafés, etc., de souvenirs, ça, je crois que je l'ai bien récupéré. Ça, c'est quelque chose qui vient de recherche historique, c'est sûr. Ok. Bah écoute, après ça, je crois que le chapitre s'arrête et le chapitre suivant nous catapulte 4 ans plus tard, le chapitre historique suivant. Pour écrire ce livre, tu as trouvé facilement les éléments ou tu as dû chercher un peu par toi-même? Moi-même, pour une grande majorité des points soulevés, il y a plusieurs sources, on va dire. Il y a la première, c'est pour interroger les vivants. Les vivants, c'est en priorité pour tout ce qui concerne l'histoire, c'est les gens qui ont un petit peu, on va dire, d'années derrière eux de folklore. Donc, interroger des figures incontournables du folklore faluchard qui ont bossé sur l'histoire. Je pense notamment à Manuel Segura et je pense aussi à Commandant Roswell qui sont pour moi les deux personnes qui ont le plus travaillé le sujet. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément faluchards ou qui n'étaient pas forcément dans le folklore. Je pense à Antonin Dubois, qui a fait une superbe thèse sur comment s'organisent en fait les étudiants entre la France et l'Allemagne. Enfin, c'est comparé. Et tu as vraiment la période qui, moi, m'a le plus intéressé pour faire l'histoire du livre, qui se passe entre 1880 et 1914. Il s'est arrêté juste avant, au moment de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est, on va dire, les sources, les gens qui sont toujours là pour en parler. Après, il faut chercher vraiment dans tout ce qui est fonds bibliothécaires. Donc, ce qui est génial, c'est Gallica, comment dire, la bibliothèque en ligne de la Bibliothèque nationale de France, de la BNF. Ensuite, il y a la BNF en tant que telle, parce que tout n'est pas forcément numérisé. Donc, j'ai dû me rendre sur place à la bibliothèque François Mitterrand pour aller chercher les microfilms et les microfiches et regarder. Enfin, je me suis farci, je sais pas, des milliers de pages pour essayer de trouver des fois juste des toutes petites réponses que je me posais pour construire mes personnages et pour construire l'intrigue. Et il y a plusieurs autres sites aussi un peu plus, comment dire, scientifiques. C'est percé.fr ou .net et le site du Cairn qui est un fonds d'articles rédigés par des scientifiques de tous bords. Et alors là-dedans, on peut vraiment trouver des super choses, quoi. Et donc tout ça entre 2016 et donc 2020 cette année. Je dirais que les recherches historiques m'ont duré à peu près 1 an et demi, mais j'écrivais au fur et à mesure et l'écriture du livre, c'est à peu près 3 ans avec des périodes où je me suis arrêté d'écrire parce que je passais le barreau. Donc, il y a eu des moments où j'étais moins disponible, quoi. Super. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur donc la création de la GEP en 1883. Et je vous propose d'aborder dans une seconde vidéo les chapitres sur Bologne en 1888 et accessoirement une dernière vidéo sur la mise en place de la coiffe. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et puis j'espère à très vite.